Moi, Ça marche. je ne vais pas témoigner de la même manière, mais c'est vrai que je suis aussi, comme beaucoup d'entre nous, sans doute, allé à Cuba. Ça date déjà un petit peu avec l'Union régionale CGT d'Île-de-France, avec Pascal Joly, que tu connais sans doute. Bien sûr, j'y suis allé. Donc, on avait, avec la CTC, le syndicat des travailleurs cubains, mis le focus sur leur système sanitaire, médico-social. Et je peux vous dire que pendant 10 jours, on a visité toutes les structures, de la structure de quartier jusqu'à l'hôpital de la Havane, et en passant notamment par un passage qui m'a beaucoup marqué, par la faculté de médecine de la Havane. Et là, en traversant, on parlait français, on a été accosté par des étudiants africains, francophones, qui venaient en formation et qui, du coup, au-delà de la visite officielle qu'on a faite, nous ont expliqué leur processus de formation et l'aide vraiment concrète que porte Cuba, avec de nombreux pays que tu as cités, que tu cites sans doute dans ton livre, en termes concrets de formation, comme ils le font aussi quand il y a besoin, particulièrement bien sûr en Amérique du Sud, en Amérique latine, parce qu'il y a la proximité, il y a les affinités. Mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, tu as cité 160 pays, je crois, et c'est vraiment une réalité. Il suffit de passer quelques heures à la faculté de médecine, où on voit des jeunes qui sont venus de leurs différents pays, qui repartiront dans leur pays formés, avec une solidarité de ce petit pays concrète, qui, depuis 60 ans, alors je sais plus à partir de quel moment, mais ils ont formé des milliers de médecins qui sont retournés dans leur pays. Voilà, ça c'est la solidarité cubaine. Et c'est vrai que on était au bord de la mer, en plus c'est un site de formation. Mais je me suis dit, voilà, ce pays qui manque de tout, qui subit le blocus, c'est vraiment le blocus qui est subi par les peuples, par le peuple, parce qu'on parle de blocus de Cuba, parce que c'est notre sujet, et c'est pour défendre la révolution cubaine, et d'autres pays subissent aussi le même blocus, les Iraniens, qui s'enferment malheureusement dans une dictature islamique, et dont le peuple subit les mêmes conséquences du blocus qui s'est renforcé à l'arrivée de Trump. Donc moi j'ai ce souvenir de la faculté, et au-delà de ce que peuvent faire, parce que normalement, ce que font les Cubains, c'est quand un pays, surtout que moi j'ai visité à un moment où il y avait Venezuela, enfin il y avait un sursaut de pays qui se démocratisaient, et il y avait des aides concrètes de brigades de médecins cubains qui allaient travailler, et de jeunes de ces pays-là qui allaient se former pour revenir dans leur pays. Et c'est vrai que du coup, quand moi j'avais... Alors je suis de Lannion, je suis communiste à Lannion, on est plusieurs de la section de Perros et de Lannion, on est bien sûr concerné par la dégradation du système sanitaire des hôpitaux du département, ceux de Saint-Brieuc. On a notre candidat de la liste, Léon de Fontaine, qui est là, Christian, je pense qu'il dira quelques mots, il est urgentiste. Voilà, c'est notre candidat pour lequel, dans 2 semaines, on appelle largement à voter, comme tu l'as fait, André. Je ne l'ai pas fait, moi, j'ai rien dit. Oui, mais moi, je suis plus... On est à quelques jours d'une élection où il faut à tout prix que la liste de Léon de Fontaine, qui porte d'ailleurs des exigences au niveau européen, qui sont complètement à l'opposé de la politique néolibérale qu'on nous impose aujourd'hui au niveau du Parlement européen, avec les accords de libre-échange, notamment celui qui a été remis en cause au Parlement grâce au groupe GDR avec le Canada, l'accord CETA. Et donc, nous aussi, on manque d'urgentistes, et quand on avait su qu'il y avait cette demande à Guingamp d'aide de médecins cubains, tout de suite je me suis souvenu de la Havane, je me suis souvenu du rôle que joue Cuba de solidarité avec les pays sous-développés, et je me suis dit, tiens, ça c'est faire imprégner avec le zèle avec lequel, parce que moi je pense que c'est ça aussi, parce qu'il faut les aider, bien sûr. Moi, quand je travaillais à l'assistance publique, plusieurs fois on a exigé de la direction avec un rapport de force favorable quand on l'avait,
qu'elle organise des transports ou qu'elle nous aide, en tout cas le syndicat CGT pour le coup, au transport d'aide vers Cuba. Mais il faut aussi faire... Je me souviens quand je suis allée à Cuba, on avait visité des centrales hydrauliques, on avait par exemple le Canada, histoire de faire un peu le pied de nez à l'oncle Sam, était capable de mieux coopérer que la France. La France, on est l'élève zélé à l'OTAN, le suiveur zélé. Malheureusement, Macron a cru cette politique-là. Mais on peut aussi exiger de nos États qu'il y ait d'autres coopérations. L'Espagne, souvent, fait beaucoup plus que nous. Quand on regarde quelle aide apporte, alors avec les dernières mesures que tu expliquais, je ne sais pas trop ces derniers mois où on en est, mais il y a des pays européens qui sont plus courageux. Et qui décident des livraisons alimentaires. Et c'est vrai que sur cette histoire de médecins, il faudrait un rapport de force quasi national, parce que tu l'as dit, c'est un rapport d'État à État. Et malheureusement, l'État, le gouvernement actuel, quand on voit la rapidité à laquelle il applique aux ordres des États-Uniens, le fait qu'on ait des médecins cubains, ce serait vraiment une victoire politique nationale. Donc ça pourrait devenir l'enjeu, un des enjeux. Mais c'est vrai qu'à 2 semaines des élections européennes, c'est aussi quelle autre Europe on veut, quelle autre construction, et comment on peut imaginer la solidarité avec d'autres peuples, notamment le peuple cubain. Voilà. Moi, je trouve que cette histoire de médecins, c'est vraiment l'histoire de Cuba, l'histoire envers et contre tout, d'être en capacité d'aider. Oui, disons que l'idée, parce que l'idée des médecins cubains, elle est venue de Gaël Carbolin qui a lancé cette idée. Et c'est vrai que l'atelier a sauté au bon, elle a considéré que c'était important de l'intégrer dans une démarche. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait aussi ce débat, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu la lutte, on la met, disons, un petit peu, soit à l'envers, soit à l'endroit, ça dépend comment on veut, mais on veut construire à la base, avec la population, d'une manière très élargie, très large, avec des organisations syndicales, associatives, pour construire à partir des besoins. On va partir des besoins pour créer à ce moment-là l'hôpital public qu'on veut remettre en place. C'est aussi tirer les fils sur lesquels s'appuie l'ARS pour détricoter tous nos secteurs, tous nos tissus sanitaires, en particulier publics. Et il y a l'un d'entre eux qui est essentiel, c'est effectivement les médecins. Et c'est le lien, c'est pour ça que c'est rencontré. Le fait qu'ils rentrent dans le débat en disant n'importe quoi, là c'est une victoire politique, parce qu'on les oblige à s'expliquer. Mais puisqu'il y a des hospitaliers de Guingamp dans la salle, j'en vois 4, il y en a peut-être plus, ils me corrigeront, mais au mois d'octobre, ce qui s'est passé, c'était que le conseil d'agglomération de Guingamp avait oublié de délibérer sur le plan régional de santé. Ouais, bah oui. Bon, je l'aurais rappelé, hein, je suis là pour ça. Et on s'est invité au conseil d'agglomération avec le comité de défense de l'hôpital, la coordination santé. On était une 60aine à interpeller les élus et on leur a dit nous, on n'accepte pas ce qui est en train de se passer parce qu'après la maternité, on sait très bien, ça va être les urgences de nuit, puis après l'hôpital de jour, et puis voilà. Et à l'époque, on y croyait, mais on n'en menait pas large sur ce qui allait se passer à l'hôpital. On ne savait pas trop. On ne savait pas trop si on allait passer Noël, très sincèrement. Et l'intervention des camarades qui ont parlé ce jour-là au conseil d'agglomération, c'était assez poignant et assez émouvant. Et ça a un peu renversé la vapeur, parce que à ce moment-là, dans l'intervention, il a été dit « Faites ce que vous voulez, mais agissez. Nous, on veut que les hôpitaux publics restent ouverts à Guingamp et bien sûr dans l'ensemble du GHT. Et à Carhaix également, et à Pontivy également, bien sûr, dans tous ces territoires qui ne sont pas métropolitains. Et faites savoir que l'idée d'un déploiement des médecins, quoi qu'on en pense, gagne du terrain au sein de la population.
on l'avait dit de façon un peu provocante, mais c'était vrai. Depuis, le président du conseil d'agglomération, le vice-président du conseil d'agglomération ont signé la paix. Donc là, il s'est passé quelque chose. Et je remarque que toute l'agitation qu'il y a eu autour de l'hôpital de Guingamp n'a pas été inutile, puisqu'on devait fermer pas mal de services entre octobre et décembre, et certes, la maternité est toujours suspendue, ça n'est pas, on s'en réjouit pas, elle n'est pas fermée, et les urgences fonctionnent de jour comme de nuit, ce qui n'était pas gagné en octobre et en novembre. Ce n'était pas gagné. Et c'est grâce à la mobilisation des organisations syndicales qu'on provoquait encore une grève, provoquée dans le bon sens du terme, organisée. La semaine dernière, mardi dernier, on parlait du temps de travail des agents qui est toujours impacté par la réorganisation des services parce qu'ils sont tout le temps à flux tendu, ils sont tout le temps sursollicités par l'afflux de patients, d'autant plus qu'à Lannion, effectivement, la qualité du service, y compris de jour, elle est très dégradée. Donc il y a beaucoup de patients qui viennent sur Guingamp. Et la mobilisation, ça paye. Ça paye. Et bien sûr qu'elle doit s'étendre sur tout le GHT. On ne s'est jamais mobilisé pour qu'il y ait des médecins cubains à l'hôpital Fidel Castro de Guingamp, même si je serais très content que ça s'appelle comme ça. On veut qu'il y ait des médecins cubains là où il y en a besoin. Hein. Donc on le fait aussi pour les Lagnonnais, les Paimpolais, les gens de Pontivy. Et c'est quelque chose, j'insiste là-dessus, sur le côté un peu rural de ces territoires. C'est important, c'est quelque chose qu'on a décrit dans la pétition et dans l'action, c'est que dans les territoires métropolitains, l'accès aux soins, il est compliqué aussi. C'est pas, on attend parfois aussi des heures dans les grandes villes aux urgences. Mais, des nuits. Il y a sans doute plein de témoignages. Mais en termes d'attractivité, il n'y a pas photo. On le sait très bien, les hôpitaux, les petits hôpitaux, ils sont moins attractifs que les métropoles. Et la justice sociale, la lutte des classes, c'est aussi au niveau territorial. Combattre les inégalités territoriales d'accès aux soins, c'est aussi participer à la lutte des classes. Dire ouais, les services publics, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les gens qui habitent dans les métropoles. Et nous, on est force de proposition. On vous propose des solutions avec les PADU, avec les médecins cubains. Et on pense que si vous fermez les hôpitaux malgré ces propositions, c'est que vous avez autre chose derrière la tête. Et nous, on refuse cette autre chose parce qu'on ne veut pas que ce soit les hôpitaux privés. Voilà. C'est ça le but du combat. Et je pense que c'est quand même très réjouissant de nous voir aussi nombreux ce soir. Moi, je suis épaté. On n'était pas très nombreux à la fête de l'humain à la ministère. On est beaucoup plus nombreux. Non, à l'atelier, il y avait du monde à la fête de l'humain, mais à l'atelier, sur le et je pense qu'il faut continuer à faire rentrer ça dans le débat public, puisque l'intérêt, c'est de dire non à la fermeture, nous avons des solutions. Si vous n'appliquez pas les solutions, c'est que vous voulez vraiment fermer les services publics. Voilà. Et maintenant, débattons des solutions. Je vous remercie. Moi, ça fait 15 ans que je suis, 20 ans que je suis à l'hôpital public, ça fait 15 ans que je suis syndiqué. Quand on m'a parlé rapidement, en fait, dès le début presque, des médecins cubains, il y avait une vision un petit peu pragmatique, parce que depuis 15 ans, moi, ce que je vois dans les hôpitaux, et ce que vous avez tous constaté, c'est qu'effectivement, il y a une vraie baisse de l'accès aux soins. Et aussi, ce qui se passe, c'est quand on m'a parlé des médecins cubains, moi je bosse avec des médecins, on parlait tout à l'heure de PADU en Union européenne. Ces médecins, quand ils arrivent en France, il faut savoir qu'ils ont 3 ans de formation, où on les fait travailler comme des médecins. Et au bout de 3 ans, ils ont le droit de passer en fait un examen. Et en fait, il n'y en avait qu'un quart qui était reçu. Sachant que pendant 3 ans, ils avaient travaillé. C'est-à-dire qu'on disait à des gens qui avaient travaillé des fois 1 an, 2 ans ou 3 ans, à la fin, ils n'avaient pas le concours et donc on leur disait, vous pouvez repartir chez vous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que. Oui, c'est ça sur l'exploitation en fait. On parle d'esclaves. Oui. C'est pour ça qu'après, quand on m'a parlé des médecins cubains, je me disais, là, on parle de médecins en fait, qui sont formés, qui travaillent sur les pires conditions sanitaires dans le monde, puisqu'ils sont souvent sur. Moi, je les ai vus avec Médecins du Monde, ils vont beaucoup lorsqu'il y a des tremblements de terre, des séismes, lorsqu'il y a des choses très graves, ils sont extrêmement compétents en fait en médecine d'urgence. Donc c'est des médecins qu'on connaît bien. Donc en fait, je me suis dit, on va avoir des médecins en fait, qui arrivent déjà formés, avec effectivement la barrière de la langue. Ils ont très bien d'ailleurs, pour le Covid en Guadeloupe et Martinique, ils sont arrivés en 3 mois, ils parlaient français. Donc je pense que c'est pas un problème en fait, et qui sont probablement, alors j'adore les médecins PADU, j'ai plein de copains qui sont PADU maintenant, et qui travaillent en France avec le diplôme, et le numéro RPPF, le numéro même du Conseil de l'Ordre. Donc en fait, il n'y a pas de problème, mais en fait, ils arrivent déjà avec une formation, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les former pendant 3 ans. Donc c'est pour ça que la vision était très pragmatique et que ce qu'on disait, ce que Gaël avait déjà expliqué, c'est que
notre département, on se moquait un petit peu, on avait regardé, on se moquait pas de la Creuse, attention. C'est pas ça. Moi, j'ai le Pinto. On disait, il y a quand même probablement plus de médecins dans les Côtes-d'Armor que dans la Creuse, pas du tout. On a moins de médecins dans les Côtes-d'Armor pour 100 000 habitants que dans la Creuse, moins que dans la Sarthe, qui est extrêmement aussi déficitaire, moins que dans la Manche. En fait, tous ces départements, en fait, on est en dessous. Voilà, pour 100 000 habitants, on a moins de médecins qu'eux, c'est les chiffres de l'INSEE qui sont sortis les dernières. Donc on a ça. Guingamp agglomération, on sait qu'on a un taux de chômage qui est 2 fois le taux de chômage de la France. On est à 24% ici, c'est 10,7% en France. On a le taux de précarité, c'est 1 Français sur 6 en France. Côte-d'Armor, c'est 1 sur 5. Donc ça veut dire en fait des salaires qui sont vraiment inférieurs. Le salaire moyen en Bretagne à l'année, c'est 17 800 €. En France, c'est 23 000 €, 6 000 de plus. Donc on a des vraies conditions, des vraies spécificités dans les Côtes-d'Armor qui font que c'est extrêmement compliqué pour nous. En termes d'attractivité, je pense qu'on a besoin des médecins cubains. En fait. On en a besoin. Il faut voir la vérité en face. On peut améliorer les choses sur quelques mois, quelques années. C'est souvent des contrats à moyen terme. Mais il faut être pragmatique. C'est pour ça que j'ai tout de suite accepté de signer. Je pensais que c'était vraiment une façon d'améliorer le quotidien, d'améliorer l'accès aux soins, d'éviter les fermetures des urgences. Vous savez que c'est extrêmement compliqué. Sur l'Agnon, Guingamp, Gad le disait, c'est vrai qu'il y a un renouveau à Guingamp. Ils ont même une 3e ligne de garde la nuit maintenant. Ils ont réussi à recruter, avec aussi des médecins pas durs, qui ont été effectivement reçus aux examens et qui vont pouvoir amener un vrai plus. Mais l'Agnon, c'est catastrophique. Moi, j'ai été travailler à l'Agnon jeudi dernier. J'ai fait la garde de nuit là-bas, parce que sinon, ils fermaient les urgences. Je travaillais à Saint-Brieuc temps plein. J'y suis aussi allé parce qu'en fait, à Saint-Brieuc, on était à ce moment-là en arrêt de travail, on était en grève. Et on a gagné un beau combat syndical, là, dernièrement d'ailleurs, qui était extrêmement important. Il y avait une réforme du temps de travail, rapidement. Alors moi, je suis syndicaliste de base, donc je vais parler de ça rapidement. Mais bon, il y avait une réforme du temps de travail qui avait été mise en place par l'administration, qui devait être mise en place sans discussion. Ça fait 6 mois que les syndicats discutent avec la directrice et les directions. On supprimait une demi-heure de temps de pause aux infirmiers et aux aides-soignants. Et au-delà de ça, c'est pas la demi-heure de temps de pause qu'on revendiquait, c'est qu'à la fin, ça supprimait 130 postes à l'hôpital de Saint-Brieuc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on supprime une demi-heure de pause et qu'on bosse, on perd entre 5 et 15 jours de repos par soignant. On est de 2600 quand même. Donc ça veut dire qu'à la fin, on perdait 130 équivalents temps plein de travail. Donc évidemment, il y a 2 ans, on faisait tout pour recruter des soignants, des médecins, puis là, on leur dit, là, vous allez perdre 5 à 15 jours de repos, sachant que c'est des gens qui travaillent le jour, qui travaillent la nuit, qui sont là soit à Noël, qui sont là soit à l'enfin. C'est un corps de métier, honnêtement, pour qui j'ai un profond respect. Les soignants, c'est ce pourquoi je reste à l'hôpital, très honnêtement. C'est des gens exceptionnels. Et donc en fait, quand on a vu ça, évidemment, qu'ils ont lancé ce mouvement, qui a été très brutal, qui paraît très agressif, en fait, on nous a mis en face, nous, l'administration, c'est de dire, vous vous rendez compte de ce que vous faites de fermer les urgences de Saint-Brieuc, ça peut faire des morts. Nous, on leur dit depuis 10 ans, mais toute votre politique, elle fait des morts. Il y a eu la Société française de médecine d'urgence qui a évalué les dernières à 1400 morts évitables. Les nouvelles politiques ont été mises en place l'année dernière par l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a encore perdu, en France, 60 maternités, on a perdu les services d'urgence, on est plus de 450, 650 il y a 15 ans. Donc tout ça fait que vous nous dites là aujourd'hui, nous, on est responsable de ça, alors qu'en fait, toutes les politiques actuelles, elles font, j'allais très grossier, elles font n'importe quoi depuis un bon nombre d'années. Donc en fait, je crois il y a deux façons de manifester. Il y a ce qu'ont fait mes collègues soignants et que j'ai soutenu à 200%. Ce pourquoi maintenant on va avoir des problèmes dans les prochaines semaines, mais c'est pas grave. Et puis, donc il y a les manifestations. Et la deuxième façon, très honnêtement, il faut quand même que les gens comprennent, il faut voter. Il n'y a que 2 façons de s'exprimer, c'est la rue et les urnes. Il n'y a pas d'autre chose. Donc moi je suis, évidemment, j'ai aussi accepté du coup d'être colistier, d'accord, parce que je pensais que c'était vraiment la... Il y a 2 choses. Moi donc je manifeste toute l'année. Là on a fait un combat syndical qu'on a gagné, qui est vraiment une très très belle réussite, puisque c'est une suppression pure et dure du référentiel de temps de travail qui devait être donc au mois, qui a été validé par l'ARS, et puis c'est le ministère qui a dit stop, on arrête les frais. C'est oublié. Donc en fait, c'est une vraie victoire syndicale. Et on n'en a pas eu beaucoup quand même depuis quelques années, là, entre les retraites et beaucoup de projets qu'on n'a pas pu mener à terme. Mais en tous les cas, là, il y a un vrai quelque chose qui est sorti de cette cohésion qui a été énorme, puisque c'est 350 soignants, c'est 95% des soignants des urgences qui ont lancé ça, avec un courage mais monstrueux.
Et donc voilà, donc en fait je me dis, je crois qu'il faut vraiment aller voter, il faut vraiment voter pour des partis qui ont dans leur ADN, je pense au Parti communiste évidemment, la défense du système public, que ce soit l'éducation, que ce soit effectivement l'hôpital public, et puis qu'on ait des vraies idées en fait pour le pouvoir d'achat. Moi je pense vraiment là, il faut vraiment voter, il faut participer aux manifestations. Et moi j'ai poussé là tous mes collègues qui ont fait grève, dont seulement 10% sont syndiqués, enfin grève qui était une grève d'arrêt de travail, mais il n'y a que 10%, je leur ai dit qu'on devait être capable d'être en telle cohésion, d'obtenir des choses aussi phénoménales que ce que vous venez d'obtenir. C'est pas rien ce qu'ils ont obtenu, c'est vraiment quelque chose de très important. Je disais, syndiquez-vous, manifestez et allez voter. Voilà.